3, 2, 1. Come on! Il est quand même vachement beau, hein, ce petit jingle d'ouverture. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour cette deuxième conférence de cette première journée de Natexpo. Conférence qui s'intitule Agriculture ou environnement. Qu'est-ce que les politiques ont fait de la crise agricole? Et c'est une très bonne question à laquelle on va tenter de répondre avec mes invités. Guillaume Gontard, qui est à ma gauche, il est sénateur de l'Isère et président du groupe écologiste au Sénat. Bonjour Guillaume. Il y a également Jérôme Caillet à ma droite. Alors lui, Jérôme, il a plusieurs casquettes. Votre premier métier, c'est celui d'agriculteur bio en polyculture élevage dans les Deux-Sèvres, mais vous êtes aussi président de la commission bio de la coopération agricole, membre du conseil d'administration d'Interbio Nouvelle-Aquitaine et administrateur de la coopérative Terrena qui est orientée vers les productions carnées qui compte 17 000 adhérents. Donc autant vous dire que son emploi du temps à Jérôme est aussi chargé que celui de Guillaume, à mon avis. À vos côtés, et c'est celui qui ouvrira cette conférence et après il nous laissera débattre. Il s'agit de Didier Péréol, administrateur Natexbio et président de la maison de la bio. Bonjour Didier. Bonjour. Eh ben, je vais vous laisser nous dire quelques mots en introduction de cette conférence. Oui, quelques mots. En fait, la maison de la bio, peut-être que je présente un peu ce que c'est cette structure. C'est une association des entreprises et des entrepreneurs du secteur de la bio, que ce soit le syndicat Synabio Transformateur, que ce soit les agriculteurs avec Forêt Bio, Cosmétique, Cosmébio, c'est une association qui représente les entreprises de la cosmétique, Synadiète, je ne veux pas les oublier, c'est les compléments alimentaires, et puis d'autres activités, notamment du commerce équitable, nous ont rejoint également, les organisations de certification comme c'est bio, et qui est-ce que j'ai oublié encore et BioValeur, voilà, voilà. C'est tous les entrepreneurs qui veulent essayer de faire avancer toute cette profession du secteur de la bio dans une vision enthousiaste, positive et constructive. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est agriculture et environnement. J'ai compris qu'il y avait un ou, mais moi je vais mettre le et, parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas déconnecter de l'agriculture avec l'environnement, puisque aujourd'hui quand on fait du bio, c'est aller dans une démarche responsable. Quand on produit au niveau agricole, mais je laisserai le soin à mon cher voisin d'exposer plus en détail tout ceci, mais c'est quand on n'est pas une déconnotation dans cet environnement-là. Et dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est le choix du consommateur aussi. On a, depuis 3 décennies, baissé chaque année le pourcentage du budget que les ménages attribuent à sa consommation alimentaire. On est moins de 15% aujourd'hui. Notre budget d'un ménage, c'est une moyenne globalement. Et alors qu'on dit toujours, quand il y a de l'inflation, on montre du doigt tout de suite l'alimentaire, l'agroalimentaire. Alors que pour nous, c'est un peu agaçant de voir tout ce sujet-là. Ce qui est agaçant également, c'est qu'on ne consacre pas, je dirais, de façon très globale, le budget à aider à promouvoir l'agriculture biologique dans sa globalité, accompagner les agriculteurs, les transformateurs et toute la filière au niveau, en tout cas, de la France. On a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, même s'il y a des structures qui existent, les agences bio, etc. Il y a des budgets qui ont été alloués pour la communication, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et de responsabiliser nos politiques et d'avoir un peu plus de vision sur le futur, plus lointaine, que de raisonner au jour le jour. Je ne vous parlerai pas aussi des déceptions qu'on peut avoir au niveau de nos ministres qui vont nous accompagner dans ces démarches, mais on va les laisser voir à l'action. Mais enfin, disons, on n'a pas pris en considération tout ce qui est lié à l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc., et qui nous amène à la santé. Donc si on veut faire des économies sur notre santé, il faut faire une meilleure agriculture, il faut faire une meilleure consommation et de la pédagogie pour accompagner aussi tout le milieu de la restauration commerciale, la restauration hors domicile, etc. Voilà, le débat est peut-être plus large, peut-être qu'on peut l'imaginer, mais le débat de l'alimentation, en tout cas, est un sujet très très important pour nos concitoyens. Et d'où l'événement d'aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble des acteurs du secteur
Et c'est très important ce rendez-vous, ce salon organisé par Natexbio et cette fédération, de pouvoir fédérer l'ensemble des opérateurs du secteur de la bio. Et on voit depuis le début de la matinée qu'en tout cas il y a de l'enthousiasme, il y a de la volonté. Et on a croisé tout à l'heure avec Guillaume sur certains stands des gens pleins de bonne volonté, des gens enthousiastes et même par contre des agriculteurs qui disent aussi moi j'ai des difficultés, il faut en tenir compte. Et nous les transformateurs on doit tenir compte de tout ça. Quand on construit des filières, le vrai prix, le juste prix fait partie de nos démarches et de nos responsabilités. Voilà, en ouverture. Eh bien, merci beaucoup d'avoir planté le décor de cet échange, Didier Péréol. On va revenir plus en détail donc avec Guillaume Gontard et Jérôme sur tous ces sujets. Je commence avec vous, Jérôme. À l'instant, Didier nous disait, alors moi ça me chiffonne quand même, la thématique agriculture ou environnement. Pour moi, les deux vont de pair. Je suppose que pour vous aussi, c'est pas incompatible de parler économie et environnement. Alors, puisque je suis un agriculteur bio et qu'on est sur un salon bio, il n'y a pas de « ou » entre agriculture et environnement pour les bio, que ce soit très clair. Après, que vous ayez ce côté provocateur de l'avoir mis, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui se posent encore la question, effectivement, si les deux sont compatibles ou si on ne peut pas continuer à faire une agriculture sans regarder l'axe environnement. Tous les agriculteurs bio, même tous les transformateurs bio aujourd'hui, ils sont conscients qu'on ne peut pas faire un modèle agricole qui soit durable et qui permette de préserver l'ensemble des environnements, et ça va jusqu'à la santé des consommateurs, mais aussi des gens qui sont sur des territoires. Quand on fait une agriculture biologique, c'est induit que dedans, on a pris en compte tous les paramètres qui sont liés à améliorer l'environnement, que ce soit la qualité de l'air, de l'eau ou la santé des gens qui sont sur ces territoires où on développe ces modèles agricoles. Guillaume, si on ne travaille pas à la fois sur les questions économiques et les questions de modèle agricole, on n'y arrivera pas selon vous? Ça me paraît évident, mais je pense que cette question agriculture ou environnement, en fait, elle démontre juste tout le chemin qui nous reste à parcourir, en fait. Le fait qu'on se pose encore aujourd'hui cette question et qu'on pourrait opposer l'agriculture et l'agriculture biologique à l'environnement, non, je veux dire, évidemment que l'agriculture a besoin de l'environnement, que c'est, je dirais, c'est totalement lié à la fois dans l'activité, mais subit aussi les conséquences environnementales, que ce soit les aléas climatiques, le réchauffement climatique. Donc directement, cette agriculture, elle a besoin de s'adapter justement à la fois de trouver un modèle qui ait moins d'impact sur le réchauffement climatique, mais aussi d'avoir les capacités de pouvoir s'adapter face à ce réchauffement climatique. Donc c'est totalement lié. Enfin, les deux sont totalement liés. Et donc, évidemment, derrière, il y a la question économique. Comment et quel modèle on veut mettre en place, justement, dans un système, déjà dans un monde fini. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là sur lequel il faut qu'on puisse, je pense, une petite révolution culturelle. Nos ressources ne sont pas éternelles. Enfin, dire, du coup, il faut qu'on rentre dans un système où c'est les ressources, on est dans un monde fini, sur lequel il va falloir qu'on prenne en compte justement ces ressources et dans leurs limites et dans les limites planétaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose que doit intégrer l'agriculture. Ça pose du coup la question clairement de la relocalisation, en tout cas de comment on imagine l'agriculture, de notre autonomie alimentaire et de la dépendance de l'agriculture justement à l'extérieur. Si on prend que ça soit des engrais, etc., on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Et donc si on réfléchit pas, si on ne travaille pas sur un autre modèle, effectivement, ça va devenir très difficile. On reviendra sur cet autre modèle qui ne se décide pas qu'à l'échelon national, mais à l'échelon européen également avec la PAC. Ça, on en reparlera. Mais avant, on va revenir à la fronde agricole que la France a connue l'hiver dernier, puisque le titre de cette conférence est « Qu'est-ce que les politiques ont fait ?» La crise agricole. 8 mois après, quelle est la situation actuelle, Jérôme, des exploitations agricoles dans les territoires? Est-ce que cela s'est arrangé? Alors, je vais être cash, c'est pire. Ok, et en quoi est-ce pire? C'est pire. Le fond du problème cet hiver, il pouvait se résumer à un seul sujet. C'est pas la taxe, c'est pas le problème des charges. Le seul sujet, c'est la rémunération de l'ensemble des agriculteurs de notre territoire. Bio ou pas bio d'ailleurs, peu importe. Là, on est tous dans le même sac. On est une des rares productions à ne pas pouvoir mettre le vrai prix, même si par certaines filières, on arrive à co-construire des choses qui permettent d'expliquer que sur un produit, derrière, il y a un agriculteur qui travaille, il y a une économie.
il y a des choses qui ont été proposées par les ministères. C'est des mesurettes compte tenu du tsunami climatique et sanitaire les deux tsunamis qui se sont cumulés depuis cet hiver, hein, parce que dans l'ensemble du territoire national, on a connu des chutes d'eau comme on n'avait jamais connu. Il faut adapter notre modèle agricole, certes, mais là, ça a été très violent quand on a 2 fois la quantité d'eau moyenne annuelle. Et puis à cela, dans la plupart des productions animales, aujourd'hui, on a eu différentes crises sanitaires. On entend parler de la FCO, on entend parler de la MHE. Il y a l'influenza aviaire sur les volailles qui revient. Donc c'est très compliqué pour les exploitations agricoles parce qu'on n'a plus du tout la capacité à se projeter dans le temps. Et quand on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'investit pas, qu'on ne peut pas se projeter de toute façon pour investir. Et le coup de grâce, je dirais, c'est quand au mois de juin, notre président de la République a gommé les ministères. C'est-à-dire que là, on n'avait même plus d'interlocuteurs alors qu'on était en pleine crise. Donc depuis 3 mois, il ne s'est rien passé, mais la situation sur les exploitations agricoles, elle a continué à s'enfoncer. On peut lire des articles, mais moi je le vis sur mon territoire. Les récoltes ont été catastrophiques pour ce qui a été ramassé cet été. Donc ça veut dire que la plupart des agriculteurs ne vont pas pouvoir payer leurs factures qui étaient en attente, semences, mais aussi peut-être pour certains jusqu'à la rentrée scolaire pour les enfants. Et quand on en est là, quand on ne peut plus remplir le frigo à la fin du mois, il n'y a plus rien à perdre. Les agriculteurs, ils vont aller faire des dégâts, malheureusement. Alors, ils attendaient d'avoir un interlocuteur, et en l'occurrence, on a une interlocutrice. Mais je pense que, même si tout le monde a l'esprit encore au travail, parce que là, on est sur la période qui démarre sur les semis d'automne, en tout cas, il va y avoir des réactions, parce que les mesurettes, elles font rien. Elles ne sortent pas les agriculteurs des difficultés dans lesquelles ils sont ancrés. Et derrière, malheureusement, c'est que les 15% du pouvoir d'achat des consommateurs qui sont impactés pour la partie agroalimentaire. Mais il faut trouver un levier pour préserver ce modèle économique. Et je rejoins Guillaume, c'est qu'il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de transition agricole si on n'est pas capable en face de montrer que notre modèle économique, il tient la route. C'est le travail qu'on fait en bio, c'est le travail qu'on fait justement par la labellisation. On essaie de construire des filières qui sont moins dépendantes du commerce extérieur, moins dépendante des aléas climatiques qu'il y a à l'autre bout de la planète. Mais on s'est pris sur le territoire national quand même plusieurs vagues qui font un tsunami qui va être difficile à surmonter malgré tout. Je vous passe la parole dans un instant, Guillaume, mais juste avant, le vrai sujet, Jérôme, qui reste à régler, puisque vous parliez de mesurettes, c'est la question de la rémunération des agriculteurs, de la capacité à se dégager un revenu décent. C'est ça le principal problème à régler dans l'immédiat tout de suite ? Oui, parce que nous aussi, sur nos exploitations, on a subi l'inflation. Toutes les charges ont augmenté. Par contre, on n'a pas la capacité à avoir vendu nos produits plus chers en moyenne depuis 3 ans, depuis que cette inflation a démarré. Et donc, au final, c'est notre revenu qui en a subi toutes les conséquences, parce qu'on ne peut pas se rattraper quand c'est comme ça. Et c'est pas un modèle durable, enfin, il faut le reconnaître. Et l'agriculture bio a beaucoup trinqué de ce qui s'est passé, parce que en tant que consommateur, vous avez acheté un petit peu moins de produits bio dans les rayons, mais au bout, il y a des agriculteurs qui se sont engagés sur 5 ans, 7 ans ou 10 ans avec des investissements dans des bâtiments, par exemple, ou dans du matériel. Et quand ça arrive et qu'on est juste démarré en bio, on ne peut pas faire face, et c'est forcément le revenu qui, lui, est effacé par cette hausse du reste des charges. Au-delà de la question de cette rémunération des producteurs, Guillaume, qu'est-ce qu'elle traduit de profond, selon vous, cette crise agricole qui a éclaté il y a 8 mois ? D'abord, pour moi, c'est pas une crise qui a éclaté il y a 8 mois. C'est une crise systémique. Enfin, justement, on arrive au bout d'un modèle. Qui accepterait aujourd'hui de travailler pour rien ? Voire même de travailler à perte, parce que c'est ce qui se passe en fait. On a des gens qui passent 15 heures, même plus, à travailler pour ne pas vendre leur production ou pour vendre leur production à perte. C'est totalement inimaginable. Je pense que personne, dans quel autre système, n'accepterait ça. Et donc, comment on peut accepter un système qui amène à ça ? Donc, je pense que ça, c'est déjà un constat. On ne peut pas accepter ça. Je crois que le revenu agricole a baissé de 9% en 2023, globalement. Et si on regarde en fonction, ça peut être encore pire en fonction de certaines activités. Ça risque d'être pire en 2024. Mais dans le même temps, l'industrie
ouais, à doubler ses profits. Donc on voit bien qu'il y a un vrai système à la fois de répartition, de là où va en fait la rémunération et la vraie rémunération du travail. Ça c'est une vraie question. Et pour l'instant, effectivement, alors on a eu en plus, avec la dissolution, on a eu un texte loi agricole, loi d'orientation agricole à l'Assemblée nationale, sur lequel effectivement on est dans des mesurettes. Et encore, moi je cherche même les mesurettes. Qu'est-ce qui va réellement changer suite à ce texte-là? Il n'est pas passé au Sénat puisqu'on a eu une dissolution. Et je confirme, il ne s'est rien passé pendant tout ce temps. On n'a aucun contact, on n'avait plus de ministre, donc avec aucun ministère. Les aléas pourtant se sont poursuivis, que ça a été dit sur la question des inondations. La fièvre catarrhale, moi je suis dans un secteur sur l'élevage notamment, c'est une catastrophe. Pour arriver à trouver des solutions, à trouver une orientation, en tout cas une prise en compte du problème à l'échelle nationale, on n'y est encore pas d'ailleurs, on n'a encore pas pu organiser quelque chose de durable et notamment pour les années à venir. Donc on est quand même pour l'instant face à une absence totale de réponse. Ce qui est annoncé, c'est qu'on va avoir le texte de la loi d'orientation agricole au Sénat qui devrait redémarrer, on devrait redémarrer sur ce sujet-là. Mais il va y avoir, j'espère, une vraie prise de conscience pour enfin donner des vraies réponses. Moi je pense que la question du prix plancher notamment, et de se dire de toute façon ce n'est pas possible, on ne peut pas rentrer dans un système où on va vendre à perte, ou en tout cas on va vendre en dessous de notre prix de revient. Je pense qu'il y a aussi la question de comment on travaille et de l'organisation du travail au sein du monde agricole. Dans le bio, on sait, et c'est même un avantage, c'est plutôt pourvoyeur d'emploi. On a besoin de main-d'œuvre. On va avoir besoin de main-d'œuvre. C'est un métier difficile, c'est un métier dur. Donc si on ne réfléchit pas à comment on organise mieux aussi le travail au sein de l'exploitation, et s'il n'y a pas des aides, je pense aux services de remplacement, notamment le crédit d'impôt pour le remplacement qu'il faut notamment améliorer et faire en sorte que justement on puisse avoir cet accompagnement aussi sur le travail. Et puis évidemment, sur la question du bio, pour moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on souhaite ? Est-ce qu'on souhaite et est-ce qu'on dit que le bio, c'est l'agriculture d'avenir ? Est-ce que c'est le modèle qu'on peut encore améliorer, qu'on peut modifier, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, est-ce que c'est l'objectif qu'on se donne ? Est-ce que c'est l'orientation ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour notre agriculture ? Si c'est ça, à ce moment-là, il faut se donner les moyens. Et moi, je sais que l'État, quand il le veut, quand il le souhaite, il peut le faire. On a eu, sortir de la guerre, un vrai choix d'une agriculture paysanne. On s'est dit, non, il va falloir qu'on produise beaucoup. Il va falloir qu'on mécanise, il va falloir qu'on change nos types d'agriculture. On l'a fait en moins de 10 ans. On l'a fait en moins de 10 ans parce qu'il y avait un cap, parce qu'il y avait une orientation, parce qu'il y avait un budget qui était alloué là-dessus. Et donc je pense que la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est ça. C'est quel type d'agriculture nous voulons pour demain. Et pour moi, il n'y a pas photo. L'agriculture d'avenir, c'est bien l'agriculture biologique. Cette question de clarté, je souhaite vous faire rebondir dessus, Jérôme, face aujourd'hui aux incertitudes climatiques, économiques, sanitaires qui touchent le monde agricole. Vous aussi, vous attendez plus de clarté, une orientation où on sait où on va, c'est ce que nous disait Guillaume, un vrai plan à long terme, c'est ça qui peut changer les choses. Alors, je ne fais pas qu'attendre, je suis aussi force de proposition. Moi, je baigne dedans, j'ai aussi des problèmes sur mon exploitation, donc ça permet de réfléchir à des solutions. J'ai fait 40 propositions à peu près au ministère de l'Agriculture au printemps. J'ai pas eu de retour. Et c'est des choses très terre à terre. J'aurais même... Je les avais informés que j'allais leur faire des propositions et ils m'avaient dit qu'ils exigeaient que ça leur coûte rien et que dans ce cas-là, ils les regarderaient. Tout a été écrit au niveau des propositions pour que ça coûte rien en argent public. Il y a des solutions très simples qui peuvent exister. Notre système assurantiel, par exemple, par rapport aux crises climatiques, il est inadapté compte tenu de ce qui nous arrive. Et quand on est en bio, c'est encore pire. Il faut savoir qu'assurer un hectare bio, ça coûte le double d'assurer un hectare conventionnel, alors qu'on fait à peu près le même chiffre d'affaires à l'hectare. Donc il y a une incohérence. Mais comme les assureurs, c'est un monde privé, c'est eux qui fixent leurs tarifs. Et ils voient chez les bio la capacité en fait à plutôt créer des emmerdes parce qu'on a des assolements qui sont beaucoup plus diversifiés. Moi j'ai 10 cultures sur 100 hectares alors qu'un agriculteur qui aurait 100 hectares en conventionnel, il en aurait 3 ou 4. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer un bio, donc ils doublent le tarif à l'hectare. Et là il n'y a personne qui leur dit rien. On n'a pas de transparence sur ce modèle. Donc la logique des assureurs ce serait de dire on mutualise pour créer un fonds, c'est le fonds assurantiel normalement qui permet de faire face aux aléas. Ça n'a pas été fait correctement. Je ne sais pas comment c'est géré. J'ai demandé à avoir des informations sur la transparence des chiffres. On n'arrive pas à l'avoir.
Voilà. Et donc j'ai fait 40 propositions de ce type-là. Aujourd'hui, c'est encore sur le bureau du ministère, peut-être, sauf si c'est parti dans le carton de Marc Fesneau. Mais on voit bien quand même qu'il y a une réticence à pousser le changement. Et puis il y a aussi cette histoire de pouvoir d'achat qu'on cherche absolument à protéger, où on entend dire aussi la sécurité alimentaire du pays. Enfin, la bio, elle répond à tout ça. On fait une agriculture de territoire, on fait travailler des gens sur un territoire national en l'occurrence. On est sur un règlement européen, donc il y a un marché qui est européen, mais on n'est pas dépendant de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, que ce soit politique ou climatique. On amène un certain nombre d'atouts qu'il faut savoir reconnaître. On est le modèle le plus abouti de l'agroécologie. Ça, on l'a dit à un moment donné, mais on n'en entend plus parler ni du ministère de l'Environnement, ni du ministère de l'Agriculture. On est la solution qui puisse apporter énormément d'éléments de réponse au niveau des hôpitaux. Voilà, la santé, elle ne prend pas assez en compte justement l'alimentation. Et nous, on peut apporter des preuves que les produits bio, aujourd'hui, avec l'étude de l'ITAB qui a été rendue publique au mois de juin, les produits bio, ils ont des qualités organoleptiques qui sont quand même bien plus conséquentes que ce qu'on peut trouver dans la plupart des produits conventionnels. Donc il y a de nombreux atouts à consommer bio. Et donc de permettre que les gens qui sont soignés dans les hôpitaux, en plus, se nourrissent comme il faut et repartent avec une meilleure base que quand ils mangent un yaourt. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume, un yaourt à 10 centimes. Voilà. Donc il y a un prix. Un yaourt à 10 centimes, c'est pas possible de le faire sans qu'il y ait à un moment donné un impact soit social, soit environnemental. Nous, en bio, on affiche des prix qui sont certes plus élevés, mais qui sont les vrais prix, puisqu'ils n'induisent pas derrière de conséquences environnementales, sanitaires. On travaille tous ces axes-là, et le rapport de l'ITAB du mois de juin le met bien en évidence. C'est la méta-étude qui a été rendue publique montre bien que tout ce qu'on imaginait, parce qu'on avait choisi la bio pour tous ses bienfaits, c'est scientifiquement prouvé par de nombreuses études et partout dans le monde. Et est-ce qu'avant de se projeter sur un plan à long terme, d'avoir plus de clarté dans la volonté politique, est-ce qu'il n'y a pas déjà le sujet de sauver l'existant? Est-ce que c'est déjà ça, l'urgence en ce moment, dans un contexte économique qui est très tendu? Et après, on fera ce qu'il faut pour mettre en place un plan de long terme. Quel est votre avis, Guillaume? D'abord, c'est pas l'un sans l'autre. Effectivement que la situation dans laquelle on est, qui est dramatique, évidemment qu'il faut un plan d'urgence. Évidemment que là, tout de suite, pour l'instant, on a des agriculteurs, on a des éleveurs qui sont dans une situation dramatique. Alors certains qui vont mettre la clé sous la porte, tout simplement. D'autres qui étaient en bio, qui risquent de faire marche arrière. Ça serait dramatique et c'est déjà le cas. Donc oui, on a besoin d'un plan pour le coup d'urgence pour le soutien à l'agriculture bio et à l'agriculture en général. Ça c'est une évidence. Mais si on n'a pas, encore une fois, une vision sur du moyen terme, sur du long terme, et qu'on se donne pas les moyens d'y arriver et de se dire, voilà, c'est là qu'on veut aller, on n'y arrivera pas. Je veux dire, on va sauter de crise en crise, et c'est ce qui se passe quand même depuis 40 ans, 50 ans même. D'ailleurs, on a une crise, on y répond par de petites mesures, et puis on attend la crise d'après, ainsi de suite. Et moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur la question de l'incohérence. Sur le système assurantiel, par exemple, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le système, l'agriculture biologique, qui, elle, est la plus résiliente, qui permet, quand on est en polyculture, quand il y a des aléas climatiques, c'est pas toute la culture qui est détruite, c'est qu'une seule partie. Donc on voit bien qu'on est beaucoup plus adapté, justement, à ces systèmes, à ces problèmes d'aléas climatiques. Sur la question sanitaire, on a dit les différentes maladies qu'il pouvait y avoir sur les troupeaux. Un système en plein air, plutôt en petite unité, c'est bien plus résilient. Ça évite justement la propagation de maladies, puisqu'on sait bien d'où viennent en général l'ensemble de ces maladies. Et on s'aperçoit qu'au final, c'est cette agriculture-là qui est la plus résiliente, qui est la plus impactée et qui est la moins aidée au final, et notamment avec un système assurantiel qui marche totalement sur la tête. Et pourtant, on a des réponses. On a eu, je crois, il doit y avoir 3 missions d'information avec des orientations très claires qui ont été faites au Sénat. Pour l'instant, on n'a absolument pas avancé. Et puis après, pour moi, il y a l'autre aspect. Sur le bio, ça coûte très cher, ça permettrait pas de nourrir la planète, etc., etc. Je pense qu'il faut reprendre les choses quand même dans leur réalité. C'est-à-dire, un produit bio devrait être évidemment moins cher qu'un produit du conventionnel. Si on fait le calcul sur les externalités négatives, j'avais un exemple qui est, je crois, une étude qui avait été faite, le coût de la dénitrification, donc juste d'enlever le nitrate dans l'eau, qui est quand même un enjeu énorme. Le coût, c'est 27 centimes par mètre cube d'eau.
Donc faites le calcul de ce que ça peut rapporter, enfin c'est le coût que chacun on va devoir payer. Il y a plein d'études différentes, mais on nous dit que c'est un coût global d'1 milliard d'euros si on voulait dépolluer nos eaux en France. Donc, vous voyez l'impact et le coût que ça a. D'un autre côté, quand on a un système, ça a été par exemple Munich qui a fait ça, hein, il avait ses eaux, les eaux de Munich totalement polluées. Au lieu de dire on va mettre des stations de traitement, on va nettoyer notre eau, on va agir sur l'agriculture. On va donner les moyens aux agriculteurs de passer en bio, de mettre pas d'intrants ou moins d'intrants. Eh bien, ils ont fait ça. Ils ont eu un vrai accompagnement avec des aides, mais c'est pas des aides comme ça. C'est juste un paiement du service environnemental rendu. Le résultat, au bout du compte, c'est des eaux qui ne sont plus polluées et donc qui sont propres à la consommation sans nécessité de traitement. Et le coût global, c'est 1 centime d'euros par mètre cube d'eau qui a été dépensé. Donc on voit bien qu'en plus, le bio, au final, en fait, ça rapporte de l'argent et c'est dans un intérêt général global. Donc voilà, encore une fois, on sait où est la solution. Tout simplement, allons-y, quoi. Oui, on sent dans ce que vous dites également qu'il y a cette vision du modèle agricole qui est à revoir pour éviter de futures crises, mais c'est une vision qui ne se décide pas à l'échelle nationale uniquement. Et là, j'aimerais vous emmener sur le terrain de l'Europe, à l'heure où se prépare déjà la future PAC 2028-2034, dont le plan est attendu à l'automne 2025. Vers quoi faut-il tendre, selon vous, Jérôme ? On a l'Assemblée européenne qui s'est renouvelée au mois de juin, mais moi, j'ai pas vu de changement de cap dans le discours d'Ursula von der Leyen il y a 15 jours. Là, le cap au niveau européen, il est clair, hein. Enfin, si on regarde, ils ont fixé des objectifs de réduire de 50% les phytos d'ici 2035. Dans son discours il y a 2 semaines, Ursula n'est pas revenue dessus. Il faut justement éviter les zones où il y a trop de nitrates. Ils sont en train de diminuer et de désintensifier l'élevage. On regarde les Pays-Bas, ce qu'ils ont fait également. Il n'y a pas de remise en question de ces objectifs. Tant qu'on aura un objectif à très long terme, et je pense que c'est le cas de l'Europe, on devra et il faudra mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Le souci qu'on a en France, globalement, c'est que nos élus raisonnent sur la durée de leur mandat. Et les objectifs, à chaque fois qu'on change de ministre, et là en plus sur un même mandat, on a changé 2 fois, eh bien, on remet en place une nouvelle politique, on repère du temps. On se rend compte qu'il faut remettre des gens au travail, donc on embauche des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, et tout ça, ça coûte à notre économie. Et au bout, il y a les agriculteurs qui, eux, n'arrivent plus à vivre. Donc ça va amener à un autre sujet qui était dans le projet de loi d'orientation agricole, c'est comment on renouvelle les générations. Parce que si demain, il n'y a plus d'agriculture et plus d'agriculteurs, on aura un autre problème d'environnement. Voilà, je ne suis pas un pro ou anti-chasse, mais sans agriculture, les territoires ils vont complètement être modifiés. Et le temps que l'équilibre se refasse sur nos territoires, on va avoir des villes qui seront envahies par des meutes de loups. C'est déjà le cas pour les meutes de sangliers. C'était le cas aux campagnes, mais on a des problèmes aujourd'hui dans les villes. Enfin, vous voyez, l'équilibre se refera dans le temps. Parce qu'après, la nature, elle a horreur du vide et il se mettra en place de la prédation ou des maladies sur des populations trop peuplées. Mais on voit bien que sans cette vision à long terme, et l'Europe, elle peut permettre d'avoir un cap à long terme, mais il faut savoir le décliner au national. Sans cette vision à long terme, on passe son temps à revoir, à devoir réinvestir dans nos exploitations parce qu'il nous manquait un bout de béton à l'entrée du bâtiment. Ah ben là, vous n'êtes pas aux normes, vous respectez plus tel critère. Oui, mais parce que les critères, ils changent tous les 3 ans, quand c'est pas tous les 2 ans. Nous, on peut pas projeter notre modèle agricole. On est des entrepreneurs avec... c'est pas des sociétés avec 10 salariés, il y en a quelques-unes en agricole, mais souvent l'agriculteur, il a tous les métiers à faire, il a un salarié pour l'aider dans les tâches et puis pour lui permettre de temps en temps de couper, de prendre des vacances. Mais on n'attirera pas les jeunes avec ça, on n'attirera pas les nouvelles générations qui sont très attirées par la bio. Enfin, moi, je suis limite Pays de la Loire, 70% des projets d'installation en 2023, c'était des projets en bio. On a complètement déstructuré de tout le modèle parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre de nouveaux producteurs bio étant donné que le marché n'a pas la capacité à commercer leurs produits à un tarif qui leur permettra d'en vivre. Donc, on a complètement bousculé le château de cartes. La base n'était pas assez solide. Et pour que la base soit solide, il nous faut un plan Marshall avec un cap très clair. À 15 ans, à 20 ans, il faut savoir où on va. On voit les enjeux environnementaux, on voit le carbone. Tout ça, ça nous guide. Mais
l'écriture, elle se fait sur des mandats trop courts pour qu'on puisse commencer à faire des évolutions. Justement, Guillaume, j'aimerais vous faire réagir en tant que sénateur de l'Isère. Vous êtes élu. Quelle est votre réaction par rapport à ce que nous dit Jérôme, que un élu fonctionne le temps de son mandat politique et c'est compliqué de mettre en place des choses qui vont se pérenniser sur le long terme? Bon, je peux être que d'accord, mais c'est vrai que c'est un des problèmes, effectivement, entre le rapport d'un mandat de 5 ans d'un président de la République et puis la nécessité qu'on aurait à avoir dans le temps long. Ça, c'est une évidence. Mais bon, après, ça, c'est aussi de notre responsabilité. En tout cas, moi, je me bats et avec mon groupe Écologiste Solidarité et Territoire au Sénat, justement, pour pointer cette problématique sur le temps long. Parce que quand on réfléchit au temps long, on répond aussi au temps court, quoi. Parce que pour l'instant, tout ce qui est fait, parler au niveau européen, on est quand même sur quelque chose de totalement inverse de ce qu'on pourrait souhaiter. Et moi, il y a quand même un aspect sur les traités de libre-échange, par exemple. On a beaucoup parlé des traités de libre-échange. Le Mercosur, dont on nous a dit, le président de la République a dit non, mais on est en train de l'abandonner, etc. Ce traité-là, il est encore en discussion et on est encore à imaginer qu'il pourrait être appliqué. Le CETA, qui est le traité de libre-échange avec le Canada, qui a eu aussi un impact agricole, il y a aussi un problème démocratique. C'est un traité qui est appliqué à 90%, qui a été... On a voté contre au Sénat il y a très peu de temps. Donc pour dire qu'il n'a été validé par aucune des assemblées, pourtant qui est appliqué. Et d'ailleurs, on attend de savoir ce que va faire l'État, puisque normalement, il devrait dénoncer ce traité de libre-échange. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est sûr que si, au niveau européen, on n'est pas en capacité de se protéger, mais c'est pas se protéger pour se protéger, c'est juste de dire à un moment donné, on ne peut pas accepter que des produits avec un impact carbone bien supérieur à ce qu'on peut produire localement, avec un impact sanitaire en termes de santé, qu'on ouvre grand les portes et donc on vienne totalement déstructurer un marché. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc ça, là, pour le coup, il y a des possibilités politiques de le faire et d'agir très, très concrètement. On a le même débat au niveau industriel d'ailleurs, mais en tout cas c'est un aspect très fort. Et puis plus globalement sur la question agricole et sur ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse encore une fois justement dans ce modèle bio, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et la question du foncier, la question de l'installation, la question du modèle global, parce que c'est pas juste la production, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble d'un modèle. Moi, sur mon territoire, j'étais maire d'une commune de 200 habitants. Je peux vous dire que quand il y a un agriculteur qui arrête, alors en général, ça s'arrête pas totalement. Il est repris par l'agriculteur du village d'à côté parce qu'on va agrandir la surface. Le résultat, c'est quoi? C'est un village avec une famille en moins. C'est donc une dynamique de village en moins. C'est aussi l'économie qui en pâtit parce que derrière il y a tous les services et l'ensemble. Donc de réfléchir aussi à comment on aide à cette installation, comment la question du foncier aussi on la remet au centre et comment du coup on permet à ce que des gens qui puissent s'installer puissent justement avoir de nouvelles familles et de le revoir comme un vrai dynamisme à l'échelle locale. Moi je le vois, on fait beaucoup plus d'efforts souvent pour l'installation d'une industrie que pour conserver des agriculteurs sur un territoire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se repose aussi cette question-là. Dans un instant, on va prendre vos questions. L'idée, c'est d'avoir un petit échange interactif. On n'aura pas énormément de temps, mais quand même, vous pourrez poser une ou deux questions. Pour terminer, vous me voyez venir. Conseil des ministres à 15h tout à l'heure à l'Elysée avec une nouvelle ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt, Annie Genevard, qui a posté ce week-end sur X, et je souhaiterais vous faire réagir. Elle nous dit « Les agriculteurs ont besoin d'actes, de vérité, de respect. Point. Telle sera ma ligne de conduite. » Quelle est votre réaction à ce... Alors on dit plus tweet, ce post sur X. Les paroles, ça suffira pas. Le monde agricole attend des actes. Et je ne sais pas si elle sera là assez longtemps pour avoir le temps d'agir. Ok, ça c'est dit. Guillaume, une réaction, ce nouveau gouvernement, qu'est-ce que vous en attendez sur cette question agricole ? Alors sur ce nouveau gouvernement, j'attends pas grand-chose. Je pense qu'effectivement, de toute façon, ça va être une question de quelques semaines. Je dirais hélas en fait, parce que moi j'aimerais quand même que mon pays, que notre pays ait justement un fonctionnement politique digne de ce nom et que pour moi la situation dans laquelle on est, pour moi elle est dramatique et en tout cas je m'en satisfais pas. Mais après sur les entorsions d'Annie Genevard, que je connais un peu, que j'ai pratiqué comme en tant que député.
Le problème, c'est que je sais déjà quelle est sa feuille de route. Sa feuille de route, c'est celle de la FNSEA. Enfin, je veux dire, voilà, faut être clair. Et donc, on ne s'en sortira pas. Et donc, si à un moment donné, on n'a pas un vrai, encore une fois, un vrai courage politique sur où on veut aller, évidemment qu'il faut travailler avec le syndicat majoritaire. Mais c'est aussi le rôle du politique, à un moment donné, de dire non. Nous, là où on veut aller, c'est là. Et voilà ce qu'on veut porter. Et donc, faisons en sorte de le porter ensemble. Mais on voit bien que tout ce qui a été mis en place, on n'en a pas parlé, mais quand même, sur la communication autour du bio, sur la création du label HVE, haute valeur environnementale, dont on sait quand même, moi je rappelle toujours que le premier critère de ce label, c'est le respect de la réglementation. Il faut le faire quand même, faire un label juste pour respecter la réglementation. À quoi a servi ce label ? À déstructurer la filière bio. Donc on est toujours sur un système totalement à l'inverse de ce qu'on souhaiterait. Et j'ai évidemment peur, c'est peut-être du coup pour ça que je suis plutôt heureux que ce gouvernement ne dure pas trop longtemps. Je n'attends rien effectivement de cette nouvelle ministre de l'Agriculture. Merci à tous les deux pour votre réaction. Donc vous l'aurez compris, pour répondre à la question qu'est-ce que les politiques ont fait de la crise agricole, je résumerai en quelques mots, il y a encore du boulot. Voilà une synthèse de ces 3 quarts d'heure d'échange qu'on a eu. On va devoir arrêter midi pour vous libérer. Guillaume, il nous reste 5 minutes pour un petit temps interactif. Si vous avez envie de commenter ce qui s'est dit, envie de poser une question, une réflexion, allez-y sur les différents thèmes qu'on a traités ce matin. Le micro est à vous et comme j'ai toujours, il faut juste se lancer, il n'y a jamais de questions stupides. Une réaction, un commentaire où tout était très clair comme de l'eau de roche pour vous. Tout le monde était d'accord, c'était parfait. Eh bien, écoutez, peut-être Didier, peut-être un petit mot, le mot de la fin, comme vous avez ouvert cette conférence, c'est à vous. Oui, j'ajouterais que la partie touristique, c'est ce qui fait la force de la France. On n'a plus d'industrie, mais le tourisme. Et si on regarde les touristes, il faut regarder des agriculteurs pour regarder les campagnes. Je pense surtout dans nos départements de l'Ardèche, de la Drôme, de notre région, où s'il n'y a pas d'agriculture, ou alors même les stations de sport d'hiver, pas loin de chez toi, Guillaume, si on ne garde pas des paysages entretenus par les agriculteurs, il n'y aura plus de tourisme. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on compte aussi sur cette économie-là. Mais pour revenir à ce que disait Jérôme, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment se poser la question, le prix de revient de l'agriculteur et la partage de la valeur. C'est-à-dire que le consommateur, il faut qu'il sache aujourd'hui qu'il va payer un produit, à un prix. On essaie d'avancer au niveau de Nucina Bio pour faire bouger les mentalités aussi de nos collègues entrepreneurs pour se dire on va partager la valeur et comment on va s'y prendre pour pouvoir afficher à un prix à un consommateur et il va revenir tant à l'agriculteur. Ça, c'est des messages aussi très importants. Mais ça, nos politiques aujourd'hui sont très très loin de ça. Ils sont là pour s'occuper plus de leur carrière d'ailleurs que de se projeter à le futur. Heureusement, il y a des gens comme Guillaume qui nous rassurent parce qu'ils ont le souci de leur territoire, souci de son territoire, du bio et du local aussi, c'est très important. Et il y a des pans d'économie. Alors, je vais parler de la viticulture, on a parlé beaucoup des céréales, mais qui est une pan d'économie forte en France et qui est en catastrophe aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup d'agriculteurs qui ne vont pas pouvoir tenir le coup dans la durée. Et c'est un problème important. Il y a des enjeux stratégiques qui sont très importants, mais il faudrait que les politiques redeviennent un peu intelligents. Merci. Ça a été le cas un jour. Beaucoup, au niveau Didier, d'avoir conclu cette conférence. Une petite minute, une question. Est-ce que quelqu'un... Ah, allez-y madame, on prend votre question et ce sera la première et dernière question et après on termine. À vous. Moi j'ai envie de poser une question. Comment peut-on motiver les jeunes ? Ils sont ici présents d'ailleurs et je pense que ça pourrait peut-être être une porte de sortie aussi. Les motiver en quoi, préciser ? En soutien de l'agriculture, bio, en aide pour une mise en place considérée. Très bien. Merci pour votre question, madame. Qui souhaite réagir ? Didier. J'ai plus de micro. Si, il marche. Si, se battre pour le futur, je comprends bien. Moi, je fais partie de la génération ancienne qui s'est battue pendant des décennies pour faire évoluer le marché bio. Quand j'ai démarré dans la profession, il y avait 1% des surfaces agricoles et on va dire qu'on n'est pas loin de 10% aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir, mais il faut inciter les jeunes à prendre le relais. Ça fait partie aussi de leur futur et de leur vie d'avoir à prendre le flambeau derrière, des convictions comme on a. Il y a plein de personnes ici sur les stands qui sont des convaincus. On avait une jeune femme tout à l'heure qui est en Bourgogne qui disait se battre pendant des décennies pour sauver son exploitation agricole. Il faut qu'on incite à des agriculteurs, on l'a dit, des jeunes qui veulent s'installer. Il y en a de plus de jeunes qui veulent s'installer en agriculture biologique, mais il faut leur donner de l'espoir de pouvoir commercialiser et valoriser le fruit de leur travail. Et donner de l'espoir, c'est donner de la vision et de la visibilité, et on doit s'appuyer à tout ça.
Guillaume et puis Jérôme après. Non, je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est quand même l'avenir et évidemment comment on peut motiver les jeunes. En tout cas, comment on peut. Moi, je pense qu'il y a déjà un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la restauration collective. C'est-à-dire que à travers la restauration collective, à travers les cantines, tout simplement, ou l'ensemble, on y passe tous. Là, il y a un biais exceptionnel pour travailler justement en termes pédagogiques sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation, d'où elle vient, par qui elle est produite. Et là, oui, forcément, non seulement ça permet d'agir sur les jeunes, mais aussi sur leurs parents. Donc là, on a un biais qui est totalement exceptionnel et encore une fois, qui n'est pas utilisé. La loi Egalim, 20% de bio, on est très loin du compte. Encore beaucoup de collectivités n'y sont pas, alors qu'on le sait. À l'inverse, on a des collectivités qui sont déjà à 100% de bio, donc c'est possible, c'est faisable, on peut y arriver, mais surtout l'impact, il est exceptionnel. Moi, j'ai toujours été frappé quand on va visiter une cantine qui a mis en place justement à la fois sur des produits bio, des produits locaux, qui fait toute une pédagogie de savoir où ça vient, sur le gâchis aussi des aliments, sur le respect des aliments. Quand on mange dans ces cantines-là, en fait, les enfants, ils parlent de la nourriture, ils parlent de là où elle vient, ils parlent de ce qu'ils mangent. Ça fait plaisir. On le voit pas dans toutes les cantines. Donc oui, ça c'est un biais. Et puis après, il y a la question de la formation, la question de l'aide à l'installation aussi. Ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Je pense que sur la question de la formation et de la formation notamment sur l'agriculture biologique, on a encore énormément à faire. Et par ce biais-là, pour dire que oui, l'agriculture, c'est l'avenir. Et moi, dans ce que j'ai vu aussi dans ce salon, c'est aussi beaucoup de réflexion, d'imagination, de dynamisme autour des produits, autour de tout ce qu'on peut inventer. Donc c'est vraiment à la fois un secteur d'avenir. Et je pense que ça, effectivement, il faut qu'on communique peut-être beaucoup plus positivement. Et j'ai juste envie de finir par ça, c'est que par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire en réalité. On sait ce qu'il faut faire, maintenant, voilà, passons à l'acte. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que sur la question du bio dans la restauration collective, il y a une conférence ici même cet après-midi à 14h30. Soyez là, super transition. On termine avec vous, Jérôme. Alors moi, je vais vous répondre à deux niveaux. Les jeunes qui veulent s'installer en agriculture, il faut leur ramener des garanties qu'ils aient un revenu. On ne peut pas leur demander d'investir 500 000 euros ou 1 million d'euros sur 15 ans sans qu'au moins sur la durée de leur investissement, ils aient la capacité à dégager 2 SMIC. C'est la loi Egalim. Normalement, on ne doit pas vendre nos produits à perte et le travail qu'on donne, et on le donne plus qu'un temps plein si on le ramène à l'heure, ça doit nous permettre de gagner 2 SMIC. Et c'est pas une honte, je le dis aux jeunes agriculteurs et aux jeunes agricultrices, c'est pas une honte de chercher à gagner 2 SMIC. Enfin voilà, on fait l'alimentation de vous tous, on fait une bonne alimentation, on entretient un territoire. Il y en a qui disent non, mais avec un SMIC ça marchera. Oui, parce que on travaille tellement qu'on n'a pas le temps de dépenser d'argent. Donc effectivement, on survit avec un SMIC, mais dès qu'il y a une crise, après, ça va plus du tout, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si on veut attirer des jeunes, il faut leur amener des garanties de salaire. Je ne sais pas sous quels moyens. Enfin, j'ai fait des propositions, mais il y a beaucoup de pistes et elles sont complexes. Le deuxième élément, c'est sur les jeunes qui ne sont pas dans l'agriculture, c'est qu'il faut qu'on leur explique ce que c'est l'agriculture. Parce que c'est vous, les jeunes de demain, qui allez expliquer à vos enfants ce que c'est un agriculteur. Et c'est pas seulement aller voir une poule ou une vache sur un salon. Enfin, j'étais ce week-end sur un salon agricole. Les gens, ils allaient vers les animaux, quoi. Mais ils cherchent pas à comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est très complexe. Et c'est un peu notre modèle. C'est peut-être de notre faute. Mais il faut réussir à l'expliquer. Et enfin, les jeunes qui sont aux études, nous, on a notre rôle aussi. Il y a des banques alimentaires. Il y avait peu de produits bio dans les banques alimentaires. Il faut qu'on démystifie tout ça. Un produit bio, il est très très bon pour la santé dans le temps. C'est-à-dire que quand vous investissez dans une alimentation bio dès votre plus jeune âge, et souvent les mamans elles investissent dès l'âge du bébé, eh bien c'est capitalisé, c'est des points santé sur le long terme. Et ça c'est une vision très long terme en fait, c'est que on se nourrit mais on se prépare aussi à préparer les crises sanitaires. Et il y a des gens qui ont conscience de ça et d'autres pas du tout. Par contre il y a une génération très informée qui arrive aujourd'hui, qui veut plus prendre l'avion, qui veut plus faire des déplacements inutiles, qui veut plus être la société de consommation. On doit répondre. Maintenant, il y a aussi un sujet sur les marges qui n'a pas été abordé, parce que la répartition des marges, moi je vends du poulet, quand il part de chez moi, il part à 3 € du kilo. Je le retrouve en grande surface jusqu'à 47 € du kilo. Je suis désolé, on peut cibler les industries agroalimentaires, il y a un travail de fond à faire sur les marges. La grande distribution souvent ne joue pas le jeu.
et on n'a pas la capacité à leur faire revoir leur copie. Si on veut vendre des produits sains, il faut que le prix derrière soit pas détaché du pouvoir d'achat de nos consommateurs. Sinon, il faudra mettre en place des politiques sociales. C'est peut-être pas débile non plus. On a un pays qui a su travailler le côté social et peut-être qu'investir un peu plus de social dans l'alimentation de nos habitants, c'est un investissement sur le long terme pour des territoires où il fait bon vivre. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup à tous les trois. On n'a pas pu embrasser tous les sujets, nous n'avions que 45 minutes, mais on espère qu'on a pu ouvrir le débat sur qu'est-ce que les politiques ont fait de cette crise agricole. Merci à vous tous et vous toutes. Rendez-vous à 12h45 pour une prochaine conférence consacrée à l'agriculture bio et la biodiversité. Quelle synergie! À tout à l'heure, bon salon. 3, 2, 1. Come on!